Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle critique de série cette fois-ci. Et il était grand temps que je l'aborde parce que la série s'est terminée au mois de décembre ou début janvier. Il était grand temps que je l'aborde, la saison 3 de Mythic Quest, le festin du corbeau, qu'aujourd'hui on peut appeler Mythic Quest, il n'y a même plus besoin de mettre le sous-titre. Cette série d'Apple TV+, produite et créée par Ubisoft, qui malheureusement est en manque tellement de reconnaissance, cette série est tellement en manque de visibilité. Ça vient du fait qu'elle soit sur Apple TV+, qui est la plateforme qui accueille parmi le moins d'abonnés, parmi les grosses plateformes, et qui pourtant est la meilleure, et de très 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 loin la meilleure en termes de qualité, de contenu. Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ne foncent pas vers cette plateforme qui abrite de plus en plus de séries, et surtout qui sont presque toutes excellentes, voire des chefs-d'œuvre. Mais voilà, les gens préfèrent aller voir du wokisme sur Netflix. Bon, je ne vais pas rentrer de nouveau dans le débat, c'est triste. Mais Mythic Quest est une série qui est une lettre d'amour, une déclaration d'amour de la part d'Ubisoft aux gamers. Ubisoft, on le sait, connaît une crise, connaît des hauts et des bas, plutôt des bas en ce moment. C'est pas forcément, ils font pas forcément que de la qualité en termes de jeux vidéo, à force d'épuiser la licence Assassin's Creed. Mais cette série qu'ils ont maintenant créée, je crois en 2021, ils sont sortis, je crois, la première saison en 2021 ou en 2020. Cette série fait partie de ce qu'ils ont fait de mieux, toute œuvre confondue. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsque la première saison est sortie, j'avais été le tout premier à en parler sur YouTube. Et malheureusement, la vidéo n'avait pas été très regardée. D'ailleurs, vous avez les critiques des 2 premières saisons qui sont disponibles. J'avais essayé de la faire connaître et je l'ai fait connaître à certains de mes collègues, à certains abonnés de la chaîne. Et je l'ai fait connaître et tous ceux qui l'ont regardé se sont régalés parce que c'est une série qui est vraiment à la fois avec énormément d'humour qui fonctionne. C'est pas un humour cringe, c'est pas un humour éclaté au sol qui va vous laisser plus que dubitatif. Non, c'est un humour qui fonctionne et c'est parsemé de moments d'émotion qui vont parfois vous faire décrocher quelques larmes et qui vont viser directement le cœur des gamers et en particulier des rétro gamers. C'est une série qui est une déclaration d'amour à la fois aux gamers d'aujourd'hui et d'il y a 20, 30, 40 ans en arrière, mais qui analyse avec tellement de lucidité le monde du jeu vidéo aujourd'hui, avec ses forces, mais aussi avec ses faiblesses, ses dérives, ses arnaques. On va parler des NFT dans cette saison. Donc, il faut que vous découvriez Mythic Quest. Si ce n'est pas déjà fait, foncez voir les 2 premières saisons et enchaînez avec cette 3e saison. Il faut savoir qu'il y a un spin-off qui est d'ores et déjà commandé. Donc la série cartonne sur Apple TV+, même si Apple TV+, n'est pas très regardé. Mais tous ceux qui ont vu cette série vous en diront du bien. Et donc commençons à parler de cette saison 3. Les thématiques de cette saison 3, ça va être les NFT, puisque l'équipe de Mythic Quest va essayer, maintenant qu'ils sont scindés en deux, suite à la saison 2 où on avait Poppy et Yann qui quittaient le studio d'Ubisoft Montréal, et donc le studio en charge de Mythic Quest qui avait été créé par Yann Grimm. Ils quittent la maison mère pour fonder Grimm Pop, qui est la contraction de Yann Grimm et Poppy. Poppy, c'est joué par Charlotte Nictao, qui est encore une fois excellentissime dans cette saison. De toute façon, tous les acteurs sont parfaits. Donc, ils ont fondé Green Pop, où ils développent un nouveau jeu qui s'appelle Era, un jeu aventure, action, RPG. Mais voilà, ils traversent des hauts et des bas dans leur relation professionnelle, amicale et dans le duo qu'ils forment. Et je ne serais pas étonné si à la fin de la série, ils finissent ensemble parce que voilà, on sent qu'ils s'aiment les deux. Mais il n'y a pas de romance entre les deux, mais on sent clairement qu'il y a quelque chose entre les deux où ils sont attirés l'un par l'autre et ils ne veulent pas se le dire. Mais c'est tellement touchant leur relation et en même temps, ça montre l'ego surdimensionné de Yann et en même temps où il essaye de faire quelque chose de désintéressé parce qu'il est conscient que sa personnalité prend peut-être trop d'espace, est trop envahissante, qu'il a un ego un peu trop grand et que du coup Poppy n'arrive pas à s'épanouir. Donc ils ont leur société et au-dessus, parce qu'en fait ils sont dans le même bâtiment que l'équipe de Mythic Quest, au-dessus, qui est menée par David, qui a pris donc David Brittlesby, je crois, qui a pris le commandement, la direction de l'équipe, avec à ses côtés Joe,
Jo qui est encore une fois mais tellement savoureuse dans cette saison, c'est un personnage que j'adore ce personnage, mais vraiment je l'adore d'un amour sincère. Ce personnage, j'ai tellement d'attachement et en même temps elle est hilarante avec son côté psychopathe et qui cherche à se faire des amis sans le vouloir, sans l'avouer et qui peut arriver, voilà, qui peut faire le stalker, qui peut faire la fille ultra rigide et en même temps machiavélique à certains moments et qui peut avoir beaucoup de bienveillance à d'autres moments. Jessica Ennis qui joue Jo, pour moi c'est vraiment une révélation de cette série, tout comme tous les acteurs en fait. Charlotte Nigdao, bon après pour ce qui est de Rob McElhenney qui fait Yann, on le connaissait pour la série Philadelphia, mais tous les acteurs et actrices sont tous exceptionnels. Et donc on a l'équipe qui est en charge de Mythic Quest qui vont essayer de relancer cette franchise, ce jeu. Après les DLC, cette fois-ci, ils vont essayer de surfer sur les NFT. Et on avait Brad qui, à l'issue de la saison précédente, était arrêté et partait en prison. Là, il a fait sa peine de prison, il s'est réhabilité et il a besoin d'un travail d'intérêt général. Et il va être embauché par Carole, des ressources humaines, pour revenir dans l'entreprise pour s'occuper du nettoyage. Et il va susciter la méfiance, une méfiance absolue de David. Et ça va être intéressant, les punchlines qui vont s'envoyer. Et petit à petit, Brad va retrouver à nouveau l'influence qu'il avait auprès notamment de... Alors j'ai oublié le nom du personnage, mais de Ashley Birch et de sa copine Iman... je ne sais plus comment s'appelle l'actrice. Bref, les deux actrices qui étaient les bêta-testeuses dans la saison 1 qui ont gravi les échelons. Et franchement, le personnage de Brad dans cette saison est très savoureux lui aussi, et il va dire il faut qu'on se lance dans les NFT pour faire beaucoup d'argent très rapidement, parce que les joueurs, d'abord, ils sont pas contents, et finalement, ils finissent par accepter, et on va pouvoir soutirer beaucoup de pognon. Et il va commencer un petit peu à corrompre, notamment Ashley Birch, qui elle est plutôt anticapitaliste, qui n'aime pas, voilà, c'est arnaquer les joueurs. Et il va lui faire miroiter qu'elle peut devenir une chef d'équipe et qu'elle peut se faire un pognon de malade quand elle va commencer à toucher les premiers chèques parce qu'elle va être nommée en chef d'équipe. On va voir ses principes un petit peu partir en l'air. Donc tout ça est un joyeux bordel. C'est une équipe qui passe par des hauts et des bas avec beaucoup d'humour, des personnages attachants. Donc les NFT, ça va être le cœur de la première partie de saison, mais aussi les adaptations de jeux vidéo en film. Et j'étais tellement content parce que moi, c'est la spécialité de ma chaîne et j'essaye de les analyser. Et je suis content que Ubisoft nous livre leur analyse de l'intérêt d'une adaptation de jeux vidéo. Parce que David donc va essayer de négocier avec Hollywood, enfin va avoir une proposition de Hollywood et notamment Joe Manganiello, l'acteur Joe Manganiello qui vient ici jouer son propre rôle, ou Manganiello, je ne sais pas comment on dit, Deathstroke dans Batman v Superman de Snyder. Et Joe Manganiello va ici jouer le rôle, un des personnages du jeu Mythic Quest. Mais Ian Grimm, le créateur du jeu, ne va pas être consulté au départ. Et ça va partir en sucette. Et le projet, ça va donner du grand n'importe quoi. Et on a aussi une analyse de ce que sont les adaptations de jeux vidéo quand le créateur du jeu n'est pas consulté. Qu'est-ce que ça peut donner en bon comme en moins bon. L'intérêt d'une adaptation de jeu vidéo, parce que ici clairement elle est faite pour relancer les ventes, pour accompagner des sorties de DLC, de NFT, et c'est exactement ce que sont les adaptations de jeux vidéo, en plus d'être des œuvres à part entière. Pourquoi il y en a autant qui se multiplient aujourd'hui et qui vont se multiplier à l'avenir? C'est pour accompagner des suites, c'est pour accompagner des remakes, des remasters, pour relancer une franchise. Vous voyez, la chef-d'œuvresque Cyberpunk Edge Runners, qui est une œuvre artistique en soi, a relancé les ventes sur PS5, là pour le coup, non buggées, de Cyberpunk 2077. Donc on peut faire à la fois une œuvre qui soit intéressante et en même temps, avec le marketing, permettre à cet univers vidéoludique de se relancer grâce aux adaptations en film ou en série. Et ça va être bien analysé dans la saison. Bref, tout ça agrémenté de moments d'humour, de retrouvailles entre copines. À un moment donné, il y a un épisode délirant où on va avoir Ashley Birch
ainsi que Charlotte Nigdao qui fait Poppy et Jessica Ennis qui fait Joe. Elles vont toutes les trois se faire un brunch et ça va finir dans un camp. J'adore, parce que Joe va les amener dans une espèce de bootcamp survivaliste, de mecs républicains, parce qu'elle est républicaine, elle est vraiment, c'est la conservatrice à fond. J'adore ce genre de perso. Euh, Elle va les amener faire du tir avec des chars d'assaut. C'est une espèce de camp, un petit peu comme un camp d'entraînement de tir à l'arme à feu, sauf que là, vous tirez avec des chars, vous écrasez des voitures. Il y a des tasses, comme une casse auto, mais avec des chars de l'armée que vous pouvez utiliser pour écraser des voitures. Et donc, elles vont déchaîner leur frustration et tout ce qu'elles ont voilà, comme frustration en écrasant des voitures en mode républicain, ultra trumpiste et tout. C'est un régal. Donc, on a des passages comme ça d'humour. Et puis, on a l'épisode 7. Et dans chaque saison, on a un épisode comme ça qui se penche sur le passé. Et là, on va voir le passé lorsqu'ils sont enfants de Yann et de Poppy. Yann, comment il était considéré comme un cancre à l'école alors que c'était déjà un petit génie qui avait une imagination débordante. On va voir la relation qu'il avait avec sa mère qui était très malade, comment il a été placé en foyer d'accueil, comment en fait l'univers du jeu vidéo lui a permis de retrouver une sorte de famille de havre où il se reconstruit affectivement. Et surtout, on va le voir à travers tous ces délires imaginaires de créativité, parce que c'est un génie, mais qui a un ego surdimensionné. Et dans le même temps, on va voir Poppy lorsqu'elle était jeune, euh, d'une famille moitié asiatique, moitié américaine. Poppy, je crois, hein, asiatique. Après, je pourrais pas vous dire si c'est des îles, des Philippines ou ça, enfin de l'Asie. Euh, et on va la voir quand elle est jeune, qui n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis, elle a du mal à se faire des copines. Elle est dans son univers de jeux vidéo. Et là où ça m'a touché, c'est que je me suis retrouvé dans ce personnage parce qu'on la voit jouer à Final Fantasy IX. C'est en 2000. Ça se passe dans les années 2000, tout début des années 2000, lorsque Final Fantasy IX sort. On va la voir s'extasier devant Final Fantasy IX, essayer de montrer à ses parents le jeu, et sa mère qui ne veut pas, qui veut qu'elle travaille ses notes au piano, qui veut qu'elle fasse ses devoirs, qui veut qu'elle se socialise, et son père qui comprend bien que sa fille n'est pas comme les autres et qui essaye d'encourager sa fille à se lancer dans cette voie de créativité, parce qu'elle a aussi, elle aussi, une créativité débordante, et qui essaye d'être le meilleur ami de sa fille, donc parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'autres amis, et qui l'encourage à la fois à jouer aux jeux vidéo, mais pas trop, parce que la mère, sinon, elle va râler. Donc, on a le père qui soutient sa fille dans sa créativité, et la mère qui est très autoritaire, qui pense que les jeux vidéo, c'est n'importe quoi. Et cette petite Poppy, c'est impressionnant d'ailleurs, la ressemblance de la Poppy version jeune avec Charlotte Nigdao, la Poppy version adulte. Et puis, on voit l'émerveillement de découvrir les RPG dans les yeux de Poppy enfant. Et moi, j'avais l'impression d'être à sa place, parce qu'en plus, le perso a sensiblement le même âge que moi lorsque je jouais à Final Fantasy IX. Donc en 2000, je devais avoir 14 ans, 2000, 2001, 14-15 ans. Et je me souviens encore du jour où j'ai acheté Final Fantasy IX. Tous les Final Fantasy, je les ai achetés Day One, sauf les récents. Et je me souviens encore, voilà, sur ma petite télé cathodique dans ma chambre, avec mes parents en train de me dire arrête de jouer à la console, fais tes devoirs, arrête de jouer, c'est l'heure de manger. Et vous allez voir ça dans cet épisode. Et c'est vraiment, c'est tellement de bonheur de voir ça. Ça vous replonge dans une nostalgie que vous avez vous-même vécu, surtout si vous êtes un rétro gamer des années 90-2000. Donc c'est très touchant, et on va voir à la fin de cet épisode-là la rencontre, puisqu'elle va se destiner à des études universitaires, et à un moment donné à l'université, il va y avoir Yann Grimm qui va venir faire une conférence, et elle va le rencontrer en lui disant vous êtes mon idole, vous êtes mon maître à penser, et on comprend que c'est la toute première relation, toute première découverte entre Yann et Poppy, et que c'est à partir de là qu'ils vont faire ensemble leur chemin chez Ubisoft avec le jeu Mythic Quest, puisqu'à la fin de l'épisode, il lui dit bah écoute, j'ai une idée d'un gros RPG, un MMORPG, un gros jeu multijoueur en ligne. Et c'est les tout débuts, de Mythic Quest, voilà, au début, allez, on va dire au milieu des années, fin des années 2000, puisque cet épisode se déroule sur une dizaine d'années. Et c'est voilà, c'est les origines des personnages.
Donc cet épisode hors du temps apporte beaucoup d'émotions parce que en même temps il y a des thématiques assez graves comme la mère de Yann qui est vraiment très malade, le fait qu'il doit se débrouiller seul et sa mère qui l'encourage à la créativité, qui voit le potentiel de génie imaginatif, imaginaire, mais qui fait tout pour l'encourager, lui faire prendre confiance en soi. C'est un très touchant, émouvant épisode. Et ensuite, on revient pour les 3 derniers épisodes, puisqu'il y a 10 épisodes dans cette saison, où de nouveau on revient à l'action du présent et au dénouement de la saison. Il y a bien évidemment une saison 4 qui va arriver, mais cette saison était de très haut niveau. Après avoir fait deux saisons, les 2 premières qui étaient exemptes de tout défaut, arriver encore à faire une saison 3, là aussi exempte de tout défaut, et je ne vous parle même pas du premier épisode où on va apprendre le sort de CW, je crois, qui a été joué par F. Murray Abraham dans les 2 premières saisons, le scénariste excentrique. Voilà, il va y avoir aussi des idées totalement délirantes autour de ce personnage. Voilà, arriver à faire une 3e saison d'aussi grande qualité, ben franchement, moi je dis chapeau bas, je tire mon chapeau aux créateurs de cette série qui ont su capter tout ce qui fait le jeu vidéo à notre époque, mais aux époques passées. C'est une déclaration d'amour aux gamers, une ode à l'histoire du jeu vidéo en tant que forme artistique et développement d'imagination. Et donc, je ne peux que vous encourager à regarder Mythic Quest saison 3. Vous allez vous y retrouver, bien évidemment les 2 saisons avant, vous allez vous y retrouver si vous êtes un gamer passionné. Et si vous êtes un jeune gamer, ça va vous faire vous intéresser à l'histoire du jeu vidéo et au développement, aux coulisses du jeu vidéo, et pas juste jouer à Fortnite ou à Call of Duty. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Mythic Quest saison 3. J'ai hâte de voir la saison 4 ainsi que le spin-off. C'est sur Apple TV+, la meilleure plateforme de SVOD en termes de qualité. Et je ne peux que vous encourager à regarder les séries de cette plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me donner votre expérience de gamer, vos souvenirs nostalgiques de gamer comme je l'ai fait dans cette vidéo. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner, bien évidemment, ça fera plaisir. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour beaucoup de vidéos, des critiques de films, des critiques de séries, des lives, des adaptations de jeux vidéo. Plein de bonnes choses. Portez-vous bien et ciao tout le monde.